Bon, mes chers collègues, donc merci d'être là, merci de prendre place. Et je voudrais, en votre nom, remercier Bruno David, un éminent scientifique, d'être avec nous aujourd'hui. Il va vouloir retirer l'adjectif éminent, et pourtant il l'est. C'est l'ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle, avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Donc, merci, cher Bruno. On se tutoie dans le privé. Si tu le permets, on va continuer ici. Merci, cher Bruno, d'être avec nous pour nous parler de la biodiversité, sous toutes les formes que tu choisiras dont tu choisiras de nous parler. Donc, sans plus tarder, je vous propose que nous écoutions pendant, disons, une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, voilà, et ensuite qu'il y ait un échange d'un quart d'heure, qu'on puisse te poser les questions que les conseillers ici présents, maires, etc., souhaitent te poser. Voilà. Donc, sans plus tarder, je te donne la parole et on t'écoute. Il faut que la technique suive. Voilà. Donc, il faudrait que la technique bascule sur l'écran de mon ordinateur pour que vous puissiez voir les images. Voilà. Biodiversité à vie de tempête. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je vais commencer par vous provoquer un petit peu quand même, et vous proposer un petit quiz. Est-ce que vous connaissez ces logos collectivement? Oui. Vous reconnaissez celui en bas à droite, que j'ai rendu anonyme? Très bien. Qui sont ces trois oiseaux? Il y a déjà moins d'unanimité. Il y a un déficit, on est face à une crise environnementale quand même importante, et il y a un déficit culturel face à ce qu'est le reste de la planète, la vie qui nous entoure, ou la planète tout court qui nous entoure. Donc vous connaissez bien les logos et on connaît moins les oiseaux. Pourtant, ce sont des oiseaux très ordinaires, hein, un bouvreuil, un pinson et une maison jupée. Ça m'amène à vous poser la question, finalement, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Parce que les scientifiques, ils ont un nom pour désigner le vivant, on appelle ça la biosphère, hein, comme on parle de l'atmosphère ou de la lithosphère pour la partie solide de la croûte terrestre. Alors, si on veut que biodiversité, c'est un sens différent de celui de biosphère, que ça ne soit pas un simple synonyme, pour moi, ce sont différents regards qu'on peut porter sur l'objet biosphère, à différentes échelles ou de différentes manières. C'est un petit peu comme si on éclairait l'objet biosphère avec des projecteurs de différentes couleurs. Alors, la première façon de regarder la biodiversité, quand vous êtes face à un paysage comme celui-ci, un paysage alpin, c'est vous promenez là-dedans et vous voyez des espèces, que vous considérez comme étant des espèces de plantes, des espèces d'insectes, d'oiseaux, des marmottes éventuellement, et puis vous comptez les espèces. Donc on peut compter les espèces, c'est ce que les scientifiques appellent la richesse. Il y a un terme pour ça, précis, c'est la richesse. Et souvent dans les médias ou dans le grand public, on confond biodiversité et richesse. Mais derrière chaque espèce, il y a des individus qui sont plus ou moins nombreux. Alors on peut parler d'abondance de ces individus, qui sont en nombre différent et puis qui ne sont pas forcément tous identiques avec des variations importantes. Mais derrière ces abondances, il y a des individus qui sont parfois petits, comme les petits escargots ou les coccinelles, ou des individus qui sont assez gros, comme des Homo sapiens. Donc, ils ont un poids. Alors, il y a des scientifiques qui sont un peu des êtres bizarres quand même, dont je fais partie, et je ne suis pas le seul dans la salle. On peut peser la biosphère et faire une estimation du poids de la biosphère en poids carbone, c'est-à-dire un poids desséché. On enlève un peu l'eau et on regarde ce que ça pèse. Toute la biosphère, c'est 550 milliards de tonnes. Ça fait beaucoup, peu importe. Hein. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que sur 550, il y en a 450 qui sont les plantes. 450 milliards les plantes, plus de 90 milliards des micro-organismes, que ce soit des bactéries, des archées, qui sont des formes de bactéries si vous voulez, des protistes, des êtres unicellulaires, avec un noyau déjà, ou des champignons microscopiques. Donc 90 milliards des micro-organismes, et seulement 2 milliards pour tous les animaux réunis. Alors comme nous sommes des animaux, si on zoome sur les animaux, la moitié des animaux sont les arthropodes. C'est pas trop une surprise, les insectes, les crustacés, les araignées, les scorpions, les mille-pattes, mais tout ça ensemble, ça fait la moitié. Les poissons sont nombreux, en haut on a les mollusques, des vers, les nématodes sont des vers, les annélides sont des vers, les coraux en jaune en bas, et tous les mammifères réunis,
On les a dans notre élevage domestique, nous autres êtres humains, donc c'est ce qui est en bas à droite du deuxième carré, en marron, en gris et en orange. Et en orange, les mammifères sauvages. Et si on prend tous les mammifères sauvages ensemble, et ça va de la musaraigne à la baleine, on les met tous ensemble, c'est 1/15 de notre cheptel domestique. 1/15 du poids de notre cheptel domestique, c'est l'ensemble des mammifères sauvages présents aujourd'hui sur la planète. Ça vous donne une mesure de ce que nous pesons sur Terre. Et puis, comme il y a beaucoup d'organismes microscopiques, 90 milliards de tonnes, et qui sont tout petits, ça veut dire qu'ils sont très nombreux. Alors on peut faire des estimations de leur nombre. Je disais tout à l'heure à M. le Président que le poids des virus marins, c'est l'équivalent de 70 millions de baleines bleues. 70 millions de baleines bleues, c'est le poids des virus dans l'océan. Alors, il n'y a pas 70 millions de baleines bleues dans l'océan aujourd'hui, bien sûr. Et dans les sols, je savais qu'il y avait Philippe Lemonceau, donc j'étais obligé de parler des sols. Donc, bon, quand même, une carte de la richesse des sols en France, donc on est bien sur des nombres d'espèces. Quand c'est rouge, il y a plus d'espèces, en gros 1700. Quand c'est bleu, il y en a un peu moins, 1000 espèces, mais il y a une assez grande richesse partout sur le territoire français. Et si on regarde les abondances, dans 1 gramme de sol, on a en gros entre 10 et 100 millions de micro-organismes. Autrement dit, on a la population de la France dans 1 gramme de sol. Si on prend 1 mètre carré de forêt ou de prairie, plutôt riche, on va avoir 100 000 milliards de bactéries par mètre carré. 10 puissance 14. Donc on a du mal à réaliser ces chiffres. Et quand vous bitumez 1 mètre carré d'un sol un peu riche, vous allez éradiquer 100 000 milliards de bactéries. C'est ça que vous faites. Ou que je fais d'ailleurs, parce que je me mets dans le lot. Tout ça pour vous dire que la biodiversité, c'est compliqué. En plus, elle évolue. Il faut accepter cette complexité. On ne peut pas réduire cette complexité en deçà d'un certain seuil sans tomber dans la caricature. Le vivant, c'est quelque chose de compliqué. On le sait tous les jours, nous sommes des êtres vivants. Vous voyez bien, les interactions, par exemple, dans cette assemblée, on peut imaginer que ça peut être parfois compliqué. Derrière cette complexité, il faut accepter de l'incertitude. Parce que si c'est compliqué, ça veut dire qu'on va avoir du mal à faire des modèles prédictifs, déterministes. On va avoir du mal à se projeter. C'est déjà pas simple pour le climat, mais alors pour le vivant, c'est bien pire. Et je suis désolé, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Une fois qu'on a dit ça, on a posé le décor. Maintenant, la question cruciale qui est derrière, c'est où est-ce que nous en sommes finalement là-dedans? Est-ce qu'on entre dans ce que certains appellent l'anthropocène? Alors, il y a des grands facteurs de pression qui s'exercent sur la planète. Ah, ça a rebasculé là. Ça serait bien que ça revienne. Voilà. D'abord, il y a de la pollution. Pollution de l'air, pollution de l'eau. 2 images, ici la vallée de l'Arve en hiver. Je rappelle au passage que chaque fois que vous buvez de la San Pellegrino, vous participez à la pollution de la vallée de l'Arve, parce que là, elle vient en camion à travers les Alpes, et qu'il y a certains jours d'hiver, les enfants ne peuvent pas sortir en cours de récréation, tellement c'est pollué. Pollution des eaux, usage des espaces à travers l'urbanisation non contrôlée ou à travers une agriculture intensive, surexploitation des ressources, en mer ou à terre, des espèces invasives. Je vous ai mis des exemples qui peuvent toucher la région, l'écrevisse de Louisiane, qui envahit les rivières, les cours d'eau, le frelon asiatique. Je pense que tout le monde, sans exception, a entendu parler du frelon asiatique, qui est arrivé au début des années 2000 dans le Gers, dans des poteries chinoises, et immédiatement qui a été transplanté en Côte d'Or par des camions. Ça a été instantané. Donc on a eu 2 foyers d'introduction du frelon asiatique. Aujourd'hui, les cartes faites par le muséum notamment montre que le frelon asiatique, il couvre toute la France, toute la Belgique, une grande partie des Pays-Bas, des morceaux d'Allemagne, la moitié de l'Angleterre, un petit bout d'Italie, toute l'Espagne et pratiquement tout le Portugal. C'est pas mal, Et puis, dernier facteur de pression important, il ne faut pas oublier le climat. Ça se réchauffe. Les études nous disent qu'on est sur une trajectoire, en gros, à +3 pour la planète, peut-être +4 pour l'Europe. C'est gigantesque. Ce qui nous sépare d'une ère glaciaire par rapport à maintenant, à une ère dite interglaciaire. Une ère glaciaire, les glaciers sont à Lyon. Gros caillou de la Croix-Rousse à Lyon, il a été déposé par un glacier. Donc la différence de température entre un glaciaire et un interglaciaire d'aujourd'hui, c'est en gros 7 degrés. Là, si on bouge de 4 degrés dans l'autre sens, vous imaginez ce que ça fait. C'est monstrueux. Alors ça a des conséquences sur le vivant. Les conséquences sur le vivant, ce sont des déclins d'abondance notamment, plus que des extinctions. Des déclins d'abondance, par exemple chez les oiseaux très communs, ça a été suivi avec la même métrique, là aussi par des équipes du muséum et par la Ligue de protection des oiseaux, des espèces très ordinaires. Dans les forêts, depuis une trentaine d'années, ça a peu bougé.
Dans les milieux bâtis, villes et villages, ça a décliné de 30%. Il y a 30% d'oiseaux en moins. Les espèces sont toujours là. Il n'y a pas d'espèces qui est disparu, mais il y a moins d'individus. Et dans les plaines agricoles, 40% de déclin. 40% d'oiseaux en moins. Dans les rues de Paris, ces 15 dernières années, c'est 70% des moineaux qui ont disparu. Il n'en reste plus que 30%. Et quand on pose la question aux Parisiens, ils disent « oui, mais il y a toujours des moineaux ». Donc au bout d'un chemin de déclin, il peut y avoir une extinction. C'est pour ça que l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, nous dit dans les décennies qui viennent, il pourrait y avoir 500 000 à 1 million d'espèces en moins. Alors une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, est-ce que c'est effrayant? Donc la question c'est grave docteur? Et je vous ai mis 2 illustrations. Est-ce que c'est un rhume, petit virus du rhume, ou est-ce que c'est un cancer? Alors si je vais vous voir, puis que je vous dis vous avez un rhume, on va me dire pas de problème, je vais prendre un peu de paracétamol, puis ça va bien passer. Si je vous dis vous avez un cancer, vous allez trouver ça moins drôle. Et pourquoi vous savez qu'un rhume c'est moins grave qu'un cancer? Simplement parce qu'il y a des gens qui, avant vous, ont eu un rhume ou ont eu un cancer. Et on sait faire la différence, parce qu'il y a l'expérience antérieure. C'est ça qui nous sert de point de référence. Ben pour le vivant, c'est pareil. Si on veut répondre à la question de savoir si c'est grave ou c'est pas grave, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé géologique de la Terre. Comment ça s'est produit? Comment la biosphère a été affectée ou pas affectée par des crises anciennes? Et à ce moment-là, on se situe sur une trajectoire. Trajectoire verte, c'est plutôt un rhume. Trajectoire rouge, c'est plutôt un cancer. Puis une fois qu'on est situé sur la trajectoire, c'est où est-ce qu'on est sur cette trajectoire et à quelle vitesse on se déplace sur cette trajectoire. C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser si on veut être rationnel. Alors si on fait ça par référence aux crises anciennes, on s'aperçoit qu'en termes d'amplitude, combien j'ai d'espèces qui se sont éteintes, c'est les petits chiffres en blanc pour plein de groupes, on s'aperçoit qu'on est sur, moins de 10% en tout cas, on est autour de 5%, 3, 4, 5%. Donc c'est vraiment très peu. Si on inclut en noir les espèces qui pourraient s'éteindre dans les décennies qui viennent, on est autour d'une quinzaine de pourcents en moyenne, une vingtaine de pourcents, c'est pas si énorme. Et si on regarde les grandes crises du passé géologique de la Terre depuis le début de l'ère primaire, il y en a eu 5 majeures puis une cinquantaine de mineures, si on regarde les 5 majeures, on est entre 75 et 95% d'extinction. On est autour de 85% en moyenne d'extinction. Donc si on se dit, bon pour le moment on est à 3%, peut-être qu'on sera à 15% d'ici quelques temps par rapport à 85%, franchement, il n'y a pas danger. Allons-y, on peut continuer. Sauf qu'il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte, c'est la vitesse. Là, c'est une courbe qui vous montre les déclins d'espèces, les extinctions d'espèces chez des vertébrés depuis la Renaissance, depuis 500 ans. Et puis, parallèlement, les paléontologues ont découpé les 500 derniers millions d'années en 500 tranches d'un million d'années, et ils ont regardé quel était le taux d'extinction quand on passait d'une tranche à l'autre. Et ça a donné cette courbe de distribution, où on a un bruit de fond qui est autour de 20%. C'est le bruit de fond moyen depuis 500 millions d'années. Et les grandes crises sont toutes en haut à 85%. Donc on peut se dire, un bruit de fond de 20%, l'IPBES nous dit on pourrait être à 15-20%, tout ça c'est cohérent, on est peut-être dans le bruit de fond. Sauf que là c'est sur 1 million d'années d'un côté, sur la partie droite de l'image, alors que l'autre c'est sur 500 ans. Si j'extrapole ce qui se passe pour les mammifères, observé sur 500 ans, si je l'extrapole sur 1 million d'années, j'arrive à 8000% pour les mammifères. Ça veut dire qu'il n'y a plus une espèce de mammifère présente sur Terre bien avant l'échéance du million d'années. C'est ça que ça veut dire. Alors j'ai pu me tromper quand même en faisant ça, parce que je compare une vitesse instantanée sur 500 ans à une vitesse moyenne sur 1 million d'années. C'est un peu limite scientifiquement quand même. Mais même si je m'étais trompé d'un facteur 100, je serais encore sur les taux des grandes extinctions du passé géologique de la Terre. Même si je divise par 100 ce chiffre, ce qui serait quand même énorme, je suis encore sur ces taux-là. Ça veut dire qu'on est bien sur la trajectoire d'une 6e extinction. C'est pas une grippe, c'est un cancer. Alors la bonne nouvelle quand même, il y a 2 bonnes nouvelles, c'est qu'il en est à un stade très très précoce. Donc ça c'est plutôt bien. Alors les ingrédients aussi sont là, c'est les mêmes processus en jeu que dans les crises du passé. On est au tout début du chemin, mais ça va vite. Mais ça veut dire que si on réagit, on peut le faire assez rapidement. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un traitement. On a un vrai traitement qui marche, puisque le traitement, c'est nous, c'est notre comportement. Donc, on a le traitement. On a le diagnostic, on a le traitement, reste à savoir si on a envie de l'appliquer ou pas. Et ça m'amène à
essayer de vous faire, je n'oserais pas dire réfléchir, je ne me permettrai pas de vous faire réfléchir, mais quand même qu'on ait un bout de réflexion sur nous-mêmes, quelques constats sur nous-mêmes, une affaire de positionnement. Parce que derrière tout ça, derrière notre attitude, indépendamment des gestes du quotidien qu'on peut faire ou ne pas faire, ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions d'ordre quasi philosophique, qui peuvent nous aider à progresser. Et la question centrale, c'est, est-ce qu'on est à côté ou dans la nature? Parce qu'on se perçoit généralement à côté. Et Virginie Maris, qui est une philosophe, donne plusieurs définitions de la nature, et parmi ces définitions, il y en a deux qui sont particulièrement intéressantes, qui est la nature altérité, c'est-à-dire c'est tout ce qui ne résulte pas de ce que nous sommes et de ce que nous produisons, et puis la nature totalité, qui à l'opposé couvre l'ensemble de l'univers. Alors la posture traditionnelle, c'est la nature altérité. Aristote séparait le naturel, qu'il appelait la physique, le monde de la physique, de l'artificiel, qui était le monde de la technique. Donc on voit bien qu'il y a deux choses différentes. Bacon, en Angleterre, dit la science atteste de la puissance de l'homme. Donc on est bien, il y a l'homme et le reste. C'est pareil dans les grandes religions monothéistes, où Dieu crée le monde, et donc le monde est piloté. On est à côté du reste du monde. Et ça veut dire que Dieu ou science, nous percevons à part, et nous sommes dans une posture de dualisme, si on veut utiliser un mot un peu plus exact. Donc il y a la culture nous versus tout le reste. Si on veut vraiment progresser et faire face à la crise qui est devant nous, il faut qu'on bascule vers une nature totalité. Il faut qu'on arrive à s'ancrer en nature et à se penser au sein de la biodiversité. Alors ce n'est pas un exercice à faire au quotidien. Je veux dire, quand vous êtes en train de prendre votre douche ou de manger votre salade, vous n'êtes pas obligé de vous penser en nature totalité. Mais quand on prend des grandes décisions, quand on essaye de comprendre comment on se comporte sur la planète, c'est important d'arriver à faire cette bascule et à se penser comme cela sur Terre et à bien comprendre qu'on est en interaction avec le reste, qu'on n'est pas à côté. Ça, biologiquement, il y a longtemps qu'on l'a compris. Je vous fais ici le petit cercle qui ressemble à une rétine, c'est une représentation de l'arbre du vivant, et l'homme, c'est un petit point dans cet arbre. On fait partie de cet ensemble. Ça fait longtemps que les biologistes qui travaillent sur l'évolution ont compris ça, l'homme est là-dedans. Après, sociologiquement, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit dessin de Xavier Gors, dépasser le cas du moustique, est-ce que vous écraseriez de la même façon un chaton pour la seule raison qu'il est dans votre chambre? D'accord? Donc ça veut bien dire qu'on est dans une posture aussi relativiste. Et le muséum, qui fait beaucoup de choses, il est excellent le muséum, même si je l'ai quitté, c'est qu'il y a une étude qui a été faite et qui a montré qu'on a une forme d'ambivalence entre ce qu'on rejette et ce qu'on aime dans la nature. Et qu'en gros, plus une espèce est proche de nous dans l'évolution, plus on l'aime. On va plutôt préférer un mammifère à un poisson, et éventuellement préférer un poisson à une tique. C'est comme ça. Je pense que si on faisait un sondage, je me mets dedans, il n'y a pas de problème, c'est vraiment comme ça. Avec une énorme exception quand même dans ce paysage, ce sont les arbres. On adore les arbres et pourtant, franchement, phylogénétiquement parlant, c'est-à-dire dans le cours de l'évolution, on est assez éloigné des arbres. Donc je vous pose ça comme pour vous amener à réfléchir sur vous-même aussi et puis qu'on essaye de réfléchir un peu tous ensemble. Puis là, je vais vous faire un petit truc de provocation. Imaginons une seconde que les problèmes du vivant d'aujourd'hui, des espèces qui nous entourent, ça ne soit pas nous le problème, mais que ça soit des extraterrestres. On essaierait de trouver une solution. Il y a longtemps que les Américains nous auraient fait un film pour nous montrer comment ils auraient sauvé le monde. Et avec Elon Musk, oui. Et là, c'est nous sommes les extraterrestres. Et on fait pas grand-chose. Ou alors, que fait-on? Donc c'est ça la question. Pas qu'on a posé le paysage, qu'on pose un diagnostic, qu'on se dit, c'est pas terrible, on a quand même le remède, c'est un cancer en stade précoce, il va vite, on a un remède, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est de sortir d'une logique de territoire. Des choses très génériques, je ne vais pas vous expliquer qu'il faut couper l'eau quand vous vous lavez les dents, c'est pas le but. Puis je suis pas en position de prescripteur pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. J'essaye de poser des réflexions. La COP15 à Montréal, sur la biodiversité, qui s'est tenue en 2022, a dit qu'il faut préserver 30% de la planète, 30% des océans, 30% des continents d'ici 2030. Donc, il jouait avec le numéro 30.
Bon, très bien, d'accord. Déjà, première remarque, ça dépend où est-ce qu'on protège, parce que si on protège le désert de Gobi ou le Sahara, ça ne va pas nous coûter cher, hein, parce que c'est pris globalement. Moi, je dis, si on agrandit le parc du Mercantour ou de la Vanoise, c'est bien, formidable. Mais ce n'est pas là qu'on a les marges de progrès les plus importantes. Là où on a les grosses marges de progrès, c'est dans les 70% qui restent, où là, il faut appliquer des changements transformateurs. Ça veut dire penser l'agriculture autrement. Ça veut dire, je suis à Dijon Métropole, penser l'urbanisation autrement, et pas comme on avait l'habitude de faire, parce que c'est là que finalement qu'un euro investi sera le plus rentable, parce que c'est là que nos marges de progrès sont les plus importantes. C'est finalement dans les endroits où on se comporte le plus mal, qui sont sur les continents, les grandes plaines agricoles, les zones urbaines, les littoraux, que nos marges de progrès sont les plus importantes, et c'est là qu'on devrait les exploiter, à l'aune de ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est une logique de territoire géographique. Mais les territoires, ils ne sont pas géographiques, ils sont également sociologiques. Comment est-ce qu'on sort et qu'on brise des limites de territoire sociologique? Comment des chercheurs qui ont l'habitude de se barricader dans leur laboratoire et qui s'habillent comme des chevaliers blancs vont parler à des affreux industriels ou à des élus, par exemple? Programme également porté en partie par le muséum, aérobiodiversité. Comment est-ce qu'on favorise l'implantation d'une meilleure biodiversité dans les zones aéroportuaires? On va voir les aéroports, on ne va pas leur dire qu'il faut arrêter de faire voler des avions, ça ne marche pas. Mais on leur dit, vous avez d'immenses surfaces, si vous changez un peu vos pratiques, ça ira mieux pour la biodiversité sur ces zones-là. Donc on a fait ça, et ça marche. On a des marges de manœuvre, des récifs artificiels, des renaturations de rivières. Tout ça, ce sont des solutions qu'on peut considérer comme étant fondées sur la nature. On accompagne la nature dans des solutions fondées sur la nature. Et on a toute une trousse à outils de solutions, finalement, qui marchent pas si mal. Et il faut aussi communiquer sur ce qui marche bien, parce qu'on sait faire. On n'est pas démunis. Ça pose des défis aussi, des défis de mode de vie. Il faut changer nos pratiques. Ici, une image prise dans un pays voisin de la Bourgogne-Franche-Comté, qui a une réputation de grande propreté, et tout est emballé. Et c'est une image que j'ai prise moi-même. Hein. Donc, changer les pratiques. Se poser des questions autour d'un défi éthique, autour de la consommation. Est-ce que parce que j'ai le pouvoir économique de voler et d'avoir un jet privé, est-ce que parce que j'ai ce pouvoir économique, est-ce qu'il justifie que je l'utilise? Il faut savoir se poser la question. En fait, il faut savoir se poser des questions de consommation, en général. Parce que ce qui vaut pour un jet privé, ça peut valoir pour un jean aussi, hein, qui va parcourir 50 000 km et utiliser 20 000 litres d'eau avant d'arriver dans votre armoire. Posons-nous des questions. Et tout le sujet, c'est de savoir se poser la question. Encore une fois, ce n'est pas de se priver nécessairement. Si vous avez envie d'une nouvelle paire de chaussures parce que les autres sont usées, achetez-la. Si vous avez une envie irrépressible d'une nouvelle paire de chaussures et que si vous ne l'achetez pas, vous allez tomber en dépression grave, mais achetez-la. Pas de problème. Mais posez-vous la question avant. Voilà. Et j'ai trouvé une citation de Marguerite Yourcenar que je trouve absolument merveilleuse, qui disait « Je n'achète jamais rien sans me demander si au fond je ne pourrais pas m'en passer », et qui ajoutait cette phrase d'une folle élégance pour moi « Pourquoi ajouter à l'encombrement du monde ?» Et je trouve que c'est une phrase à méditer. Donc voilà un peu les lignes d'action qu'on pourrait porter. Et pour terminer, finalement, pourquoi il faudrait agir? Est-ce qu'on est si fort? Est-ce que les écosystèmes, finalement, sont plutôt résilients et que ça pourrait finalement pas mal se passer? Et qu'est-ce qu'on risque en termes de déstabilisation sociale? Alors, est-ce qu'on est si fort? On a besoin de ressources du reste du vivant pour se nourrir, par exemple. On ne mange pas des cailloux. On en a besoin pour digérer notre microbiote intestinal, pour se protéger des bactéries qu'on a sur notre peau, pour respirer, une image du plancton océanique, pour se soigner. Juste cet exemple en bas, les 3 images du bas, c'est un scientifique suisse de chez Sandoz, travaille en pharmacie, qui va en vacances dans le sud de la Norvège en 1969. Il ramasse un échantillon de sol dans cette région de Norvège qui s'appelle l'Hardangervidda. Il revient dans son labo, il pose ça sur une étagère, il s'en occupe plus. Il a un collègue qui passe par là quelques mois plus tard, qui lui dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Il lui explique, il lui dit je peux prendre, oui, tu peux y aller. L'autre, il regarde ce qu'il y a dedans et il trouve l'image en bas au milieu et il voit ça. Ça s'appelle Tolipocladium inflatum. C'est un champignon. Peu importe le nom, c'est un petit champignon microscopique. Champignon microscopique, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pénicilline, c'est un antibiotique. Eh ben non, ça marche pas. Ils testent les propriétés anticancéreuses. Ça marche pas. Et les chefs de chez Sandoz leur disent, écoutez les gars, ça suffit, vous avez assez joué avec ça, vous arrêtez.
6-7 ans plus tard, il y a un médecin anglais qui s'en empare, qui lit des publications écrites par les Suisses, qui regarde, qui essaye sur ces malades, ça marche. Ces malades, c'était des greffés du rein, c'est la cyclosporine, qui est le médicament anti-rejet, qui vient de là. Donc on a besoin de ça. Est-ce qu'on est si fort que ça aussi? Ça, c'est une expérience qui a été conduite en 2022 en termes de température d'humidité. On a pris des sujets qui étaient jeunes, non-fumeurs, en bonne santé. On les a assis sur une chaise dans une enceinte et on a augmenté l'humidité, la température. On les avait bardés de capteurs et on a regardé à partir de quand ils mouraient. Non, on n'a pas regardé à partir de quand ils mouraient. On les a pas tués. On les a pas tués, personne n'est mort. On a regardé à partir de quand ils étaient plus capables de compenser sereinement, en quelque sorte, le stress. C'est-à-dire que physiologiquement, on dépassait une limite, ils étaient obligés de taper dans leurs ressources. Et on a le petit graphique en vert, jaune et rouge qui est à côté, et on s'aperçoit qu'à 43 degrés de température, 50% d'humidité, on est en pleine zone rouge. C'est pas si énorme que ça. 50% d'humidité, c'est relativement sec. 43 degrés, on l'a déjà vécu, y compris en France. Et ça veut dire qu'on tape dans les ressources. Et que si vous êtes vieux, fumeur et en mauvaise santé, c'est pas terrible. Vous voyez, c'est notre fenêtre d'adaptation physiologique. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des bestioles incroyables. Notre complexité nous rend fragiles. On est beaucoup plus fragile qu'un scorpion ou qu'une blatte, en termes de complexité de fonctionnement. Et notre fenêtre d'adaptabilité physiologique est étroite. Les écosystèmes, ils nous rendent aussi des services, toute une manne dont on est censé pouvoir disposer. J'aime pas bien ce terme service écosystémique, même si je vais l'utiliser sans arrêt quand même, parce qu'on a l'impression que les écosystèmes nous rendent service. En fait, nous allons nous servir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a un coût à l'inaction. Les pollutions agricoles, le chlordécone en Martinique, les plantations de bananes, il a fallu les protéger, mais à un coût qui est bien supérieur. Finalement, le coût induit a été bien supérieur au coût des bananes qu'on a sauvées. Et maintenant, les sols sont pollués, impropres à l'agriculture, le lagon est pollué, les poissons sont impropres à la consommation, et on est face à un problème assez énorme. Santé publique France, qui a fait une évaluation, a montré qu'entre 2015 et 2020, les canicules en France, c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros de coûts induits pour l'agriculture, la santé publique, etc. 30 milliards d'euros. On est en train d'en chercher 60, si je ne me trompe pas. Et puis au-delà de ça, pour moi, la question, elle est éthique. C'est-à-dire, peut-on en conscience, parce que nos prédécesseurs l'ont fait peut-être, mais pas forcément en conscience, priver nos descendants de la présence des ours blancs ou des renards sur Terre? Ce qui pose la question de la valeur du vivant. Quelle valeur pour le vivant? Ça, vous mettez combien pour avoir ça dans votre salon? Combien ça vaut ça? Ça a beaucoup de valeur. Est-ce que ça a un prix? C'est pas sûr. Voilà. Donc vous mettez combien? Et pour celui-là, ça a de la valeur, ça a un prix. Et pour celui-là, on a peut-être des jugements un peu biaisés quand même. Et puis pour terminer, j'ai 3 minutes d'avance. Ça vous tente une planète instable? Parce que, pour citer Claude Bernard qui m'est cher, et la méthode expérimentale, on ne peut pas utiliser la méthode expérimentale pour savoir si on détruit complètement cette planète, on ira voir ailleurs, et puis ça ira bien. Il n'y a pas d'autre planète accessible, en tout cas. Là, je pourrais vous dérouler un exemple là-dessus, mais on m'avait donné 30 minutes et j'ai essayé de tenir dans les 30 minutes. Maintenant, si vous voulez m'accorder 3 minutes de plus, je peux vous faire voyager. Merci vraiment, cher Bruno. Vous avez la parole si vous n'êtes pas trop terrorisé par le fait de poser des questions auxquelles vous aurez des réponses. Ça peut faire peur, donc n'hésitez pas. Bruno est d'accord, Bruno David est d'accord pour apporter des réponses ou commenter vos remarques. Ça, c'est Maria Levicki. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur David, pour cet excellent exposé. En fait, je me lance sur une question, il faut bien que quelqu'un se lance. Dans votre graphique d'extinction, il y a une donnée que vous n'avez qu'évoquée, mais qui est assez fondamentale, c'est quand même les espèces invasives. En fait, lorsqu'on parle d'extinction, c'est assez rare qu'on ait eu une extinction et en même temps, autant d'espèces invasives partout sur Terre, à cause de la globalité de l'espèce humaine sur le territoire. Donc, en fait, c'est juste
une question de Béotien, est-ce qu'on n'aurait pas aussi à gérer tout ça? Je veux dire, parce qu'on a les deux choses. Si on veut protéger notre biodiversité, il faut aussi la protéger contre cette donnée-là, et parfois ça va vraiment très vite. Voilà, c'était une petite question supplémentaire. Oui, donc on a ces espèces invasives. L'espèce invasive numéro 1, c'est quand même un peu Homo sapiens, aussi. Mais c'est des espèces qui vont rencontrer un grand succès, qui vont participer à déstabiliser l'écosystème. Et parfois, on a une augmentation de la richesse, c'est-à-dire du nombre d'espèces présentes sur le territoire, simplement parce qu'il y a des espèces nouvelles qui arrivent et qui viennent entrer en compétition avec les espèces existantes. Donc c'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte très sérieusement, parce que ça peut devenir un vrai problème. J'ai un exemple très rapide qui s'appelle le poisson lapin. Alors je travaille plutôt dans le domaine marin, donc des poissons qui mangent des carottes. Non, ils ne mangent pas de carottes. On les appelle poissons lapins parce qu'ils broutent les algues et ils vont complètement ravager certains écosystèmes. Ces poissons lapins, ils sont arrivés de la mer Rouge et de l'océan Indien en passant par le canal de Suez. On appelle ça des migrants lessepsiens, parce qu'ils utilisent le canal de Ferdinand de Lesseps. Et ils déstabilisent complètement les écosystèmes en Méditerranée orientale. Et cette Méditerranée orientale, elle est tellement sous pression d'espèces introduites via le canal de Suez que les scientifiques ont fait une nouvelle province qu'on appelle biogéographique, c'est-à-dire c'est la cartographie du vivant sur Terre. On a fait une nouvelle province qu'on appelle la province lessepsienne en Méditerranée orientale. Et ces espèces sont en train de passer en Méditerranée occidentale, donc elles franchissent le détroit entre la Tunisie et la Sicile, parce que comme les mers tyrrhéniennes, en gros, se réchauffent en Méditerranée occidentale, elles vont trouver des conditions favorables à leur installation dans toute la Méditerranée. Et c'est très déstabilisant pour les espèces présentes déjà sur place en Méditerranée. Donc peut-être qu'on va sortir gagnant, peut-être que finalement les nouveaux écosystèmes, on en sera très content, mais peut-être que ça sera bien moins bien. Et les premières choses déstabilisées, c'est ce que je disais, ça va être nos sociétés, parce que dans la mesure où il y a une économie de la pêche qui est fondée sur un certain fonctionnement de l'écosystème, si on le bouleverse, ça veut dire qu'il faut réadapter l'économie de la pêche. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que ça ne sera pas possible? On ne peut pas le dire. Mais en tout cas, parce que c'est un saut dans l'inconnu. Alors, est-ce qu'il faut sauter dans l'inconnu? Je ne sais pas. Est-ce que la falaise de laquelle on saute, elle est haute ou pas haute? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un matelas en bas pour nous accueillir ou pas? Je ne sais pas. Parce que le vivant, c'est compliqué. Et ça fait partie de cette incertitude que j'évoquais. Je continue la liste des questions. Madame Karine Savina. Bonsoir à tous. Merci, bonjour, Monsieur le Président. Merci à vous. Et puis, bien sûr, un grand moment. Merci, Monsieur, pour cet exposé tant pédagogique et accessible auquel on est tous convaincus. En tout cas, un grand merci. Et c'est une vraie chance de vous avoir eu pendant 30 minutes. Moi, j'avais effectivement une petite question. En tout cas, on trouve et on doit trouver des solutions fondées sur la nature, de passage d'un nature-altérité à un passage de nature-totalité. Il faut effectivement qu'on change nos pratiques. Vous l'avez d'ailleurs présenté dans le slide sur la consommation. Et il faut se poser les questions de consommation. Derrière ce message du slide que vous avez présenté sur la consommation, ce message subliminal derrière, est-ce qu'on peut aussi entendre que derrière, il peut y avoir un message autour d'une consommation qui tend à une certaine en tout cas un message décroissant? Alors, moi, je prône pour un message de sobriété, ce qui n'est pas forcément tout à fait la même chose. Je ne suis pas dans une écologie punitive ni trop agressive non plus, parce que j'ai pu constater que c'était pas ce qui fonctionnait le mieux. C'est-à-dire que si on attaque frontalement des gens en leur disant ce que vous faites, ça ne va pas, il faut complètement changer, etc., souvent on se heurte à des réticences fortes. Il faut essayer de convaincre et pas nécessairement de contraindre. Donc il faut convaincre par l'exemple, c'est-à-dire qu'il faut poser ce diagnostic que j'ai essayé de poser de la manière la plus rationnelle possible. Et derrière ça, il faut amener à ce que nos concitoyens, nos politiques, nos entreprises se posent des questions sur elles-mêmes, sur la manière dont elles se comportent, et qu'elles essayent de réfléchir à leur marge de manœuvre et aux marges de progrès qu'elles peuvent dérouler. Parce qu'on a tous des marges de progrès. Donc on peut le faire. C'est simplement une question de volonté. Donc c'est un peu ma posture, qui est presque une posture politique, là. On t'en veut mais pas. Qui n'engage que moi. Oui. On poursuit. Philippe Lemanceau. Un grand merci, Bruno. Toujours un plaisir inouï de t'écouter. Moi, je me posais la question de savoir si on veut faire évoluer
notre comportement, le comportement de chacun et de chacune, cette notion de valeur, elle est au cœur du sujet, quoi. Et en fait, tu fais référence effectivement à une valeur éthique. On est un être vivant parmi d'autres, on est bien d'accord. Il y a cette dimension d'empathie. Les organismes qui sont plus distants que nous, on s'en fiche, ou ils nous dégoûtent presque, et on les écrase avec la chaussure. Alors qu'il y a une notion patrimoniale, et tu l'as rappelé avec cette découverte. Et pour les organismes du sol, moi je ne vais pas citer le nom, mais il y a un arthropode qui est particulièrement repoussant. Et récemment, il a été déterminé que ce petit arthropode, de rien du tout, il avait une puissance de résister à des conditions absolument extrêmes, en particulier à des taux de radiation particulièrement élevés. Et en étudiant ça, ils ont vu qu'il y avait des systèmes de réparation de l'ADN qui sont absolument remarquables, qui interpellent sur la relation avec le cancer. Bon, puisque tu parlais de cancer derrière. Mais au-delà de ça, il y a évidemment qu'on est un être vivant parmi les autres, et je pense que c'est important qu'il y ait ce changement de paradigme, mais en même temps, si on est sur cette logique de valeur, il y a forcément une certaine valeur financière, si on veut faire en sorte que l'attitude des uns et des autres puisse évoluer. Et d'une certaine manière, je pense que c'est quand même important qu'on puisse quantifier ce que apporte cette biodiversité, et que si c'est pas apporté par la biodiversité, il faut qu'on trouve un autre moyen beaucoup plus cher d'apporter le même service. Typiquement, tout ce qui est qualité de l'eau, il y a de la biofiltration dans les sols. Si c'est pas fait par cette biofiltration par les sols, il faut des traitements d'eau adaptés, et Antoine pourra en attester mieux que moi. Et ça a vraiment un coût. Et simplement pour finir là-dessus aussi, je pense qu'il y a probablement, au-delà de la valeur financière, un changement même d'esprit. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière de chercheur, les agriculteurs, ils étaient dans une posture où tout organisme étranger, ce qu'on appelait des aliens, c'est-à-dire en fait finalement les organismes qui étaient présents là avant qu'ils s'installent avec leurs gros sabots pour pouvoir cultiver, tous ces organismes-là étaient des gêneurs, et que donc la situation c'était éradiquer l'autre pour qu'on puisse simplement implanter la culture qu'on voulait implanter. Ça interpelle d'ailleurs même d'un point de vue politique, hein, ce refus de l'autre, et on s'installe à sa place. Et donc, on voit bien maintenant que ces organismes qui étaient considérés comme des ennemis à l'époque, les pratiques d'agroécologie qui me sont chères, visent au contraire à en faire des alliés. Et ce changement de paradigme, même pour des acteurs économiques, je parle des agriculteurs, mais il y en a certainement d'autres, il n'est pas facile à faire passer, et ça repose encore aussi là la question de la valeur, y compris des aliments que l'on mange ensuite. Alors, en tous les cas, un grand merci. 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 C'est pour ça que je parle beaucoup d'attitude aussi, et d'essayer de faire réfléchir sur notre attitude et sur notre posture, sans aller directement vers des prescriptions qui seraient déplacées. Merci. Jean-Patrick Masson. Oui, merci pour cet exposé. Ça n'a pas marché. Oui. Tu me redonnes la parole. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ce siège ne peut être activé dans la configuration actuelle, annulé. Ah ben, ça ne marche pas plus, ça. Ça ne marche pas plus. Ça marche pas plus. Celui qui marche, c'est celui de... Allez, je prends celui de Françoise. J'y suis arrivé. Bien, merci donc de cette présentation parfaitement édifiante. Vous le savez certainement, on a adopté ici avec quasi unanimité un plan climat-biodiversité. Et très politiquement parlant, je pense que c'est particulièrement important d'avoir lié les deux grandes crises auxquelles nous sommes confrontés. Et du coup, j'ai une question parce que finalement, en toute bonne logique, on intervient, on a choisi d'intervenir.
Et toutes les politiques de renaturation, enfin toutes les interventions qu'on peut être amené à faire avec les meilleures intentions du monde, on n'en voit pas, et vous l'avez montré finalement autour de votre exposé, on n'en voit pas les incidences. C'est-à-dire qu'avec la possibilité que nous avons de se dire on va aménager, on va améliorer, on va protéger, il n'empêche qu'on intervient sur les équilibres. Donc je suis assez ambivalent par rapport à ça, en me disant intervenons parce que c'est nécessaire, et d'un autre côté, on ne voit pas réellement, on intervient de manière un peu aveugle, si je peux dire les choses comme ça, et je dois dire que vraiment ça m'interpelle. Alors, il n'est pas dans mon esprit de dire ne faisons rien, surtout pas, mais il est vraiment... on a besoin des scientifiques, on a besoin vraiment d'avoir un regard très déporté, très macro, pour pouvoir intervenir sur le micro, sur le territoire lui-même. Oui, alors on peut intervenir, on n'est pas complètement démunis. Ce qu'il faut le faire, c'est éviter de le faire avec arrogance. C'est-à-dire qu'il faut éviter de le faire en imaginant qu'on va tout régler avec notre gros cerveau et qu'il n'y a pas de problème, circuler, vous allez voir, on va gérer la planète. On ne peut pas mettre la biodiversité en équation, enfin pas directement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une équation qui est égale à une mouche, ou une mouche égale à une équation. C'est pas possible. On peut envoyer une sonde sur Mars, parce qu'on est dans un monde de physique déterministe, et on arrive quand même à peu près à faire poser la sonde correctement. La seule incertitude, c'est est-ce qu'il va y avoir une pierre qui va faire basculer la sonde quand elle va se poser. Mais on peut le faire, ça. Faire l'équivalent en espérant un jour complètement gérer la planète, c'est une utopie totale. On ne sait pas faire parce que le vivant, on pense qu'il va aller d'un côté, dans une direction, il va aller dans l'autre, parce qu'il y a des interactions entre espèces, parce qu'il y a de l'acclimatation, de l'adaptation, éventuellement de l'évolution. Tout ça, ça va s'imbriquer et ça ne va pas être possible. Alors ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'il faut le faire avec un minimum de modestie en tête et éviter d'être trop arrogant dans la démarche qu'on va faire. Il faut essayer. Puis il y a des choses qui marchent. Je veux dire, quand on réintroduit de la nature dans les villes, ça fonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent. Et il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire, oh là là, c'est terrible. Non, il ne faut pas s'empêcher de vivre. On a le droit d'exister. Justement, si on est une espèce parmi d'autres, elle a aussi le droit d'exister, cette espèce. Hein. Donc, et puis, quand je dis il faut s'ancrer totalement dans le reste du vivant, jusqu'à une certaine limite quand même, parce que sinon, ça déresponsabilise complètement. Si on est tellement ancré dans le vivant que, ma foi, c'est pas de ma faute si Vladimir fait des bombes, hein, c'est l'évolution. D'accord ? Donc c'est complètement déresponsabilisant. Donc on voit bien qu'il faut trouver un équilibre entre je me pense dans le reste du vivant, mais je reste quand même responsable de mes actes. Je ne me contente pas d'agir, je suis aussi en capacité de réagir. Merci. On poursuit. Madame Stéphanie Maude. Ah, mais ça va, ça marche plus à nouveau, là, c'est pénible. Bon, ça marche plus. Non, mais ça clignote, là. Non, aucun de marque. Ah, c'est bon. Si, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la Métropole, d'avoir effectivement invité Bruno David, qui est brillant, comme à son habitude. Donc, merci. Moi, j'avais je vous ai déjà eu l'occasion de vous entendre de nombreuses fois, et je pense que ce qui est important aussi de dire, alors bon, bien évidemment, on lit climat et biodiversité, mais de dire aussi que autant le climat nécessite un temps long avant de pouvoir espérer avoir les premiers résultats, c'est pour ça qu'il faut continuer et dès désormais vraiment influencer et baisser nos émissions de gaz à effet de serre pour espérer ne pas dépasser maintenant les 4 degrés qui sont annoncés au niveau de la France en 2100, ce qui est déjà énorme, vous l'avez dit. Autant pour la biodiversité, on peut espérer par des actions rapides avoir un retour effectivement bien plus intéressant. Je pense que c'est un message quand même d'espoir qu'il faut porter. Donc voilà, si vous pouvez nous en dire 2 mots. Et puis l'importance aussi de la notion de One Health, d'une seule santé, qui est aussi pour moi extrêmement importante. Merci. D'accord. Non, alors effectivement, pour le climat, on peut faire des efforts, mais c'est dilué dans le climat mondial. Donc les efforts qu'on va faire ici à Dijon Métropole, ils vont être dilués dans le climat mondial. C'est un petit peu désespérant. Oui. C'est pas pour autant qu'il ne faille pas faire d'efforts. J'ai eu souvent cette comparaison qui est un peu moins pertinente maintenant parce que les tickets de métro ont disparu dans Paris. Mais je disais, je jette pas mes tickets de métro par terre alors qu'il y en a déjà 2 millions par terre. Donc 1 de plus, 1 de moins, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien si, ça fait quand même.
Pour la biodiversité, c'est l'action. On est très encouragé à l'action. Parce que si vous faites un effort dans votre jardin, entre guillemets, dans votre région, là où vous vivez, vous en verrez les fruits là où vous vivez dans pas si longtemps que ça, parce qu'il y a une assez forte résilience des écosystèmes. Tant qu'on n'a pas dépassé un certain niveau de seuil, enfin un certain seuil, et qu'on n'a pas basculé dans autre chose, là, le vivant est capable de recicatriser. Et donc, c'est très gratifiant. On va faire nos efforts ici, à Dijon, et on en aura les fruits à Dijon. Donc, c'est un moteur pour l'action. C'est un moteur pour l'action, au-delà des autres moteurs qu'on pourrait mobiliser, tout en se souvenant quand même derrière tout ça que dans les grandes crises, il y a à chaque fois eu des perdants et des gagnants. Et que les gagnants ont souvent été des organismes plutôt discrets et petits et moins complexes, et que les perdants, c'était plutôt des grosses bêtes genre dinosaures. Donc ça devrait nous faire réfléchir aussi. Et puis le contexte, le concept One Health. Une seule santé, santé des hommes, des animaux, des écosystèmes. Tout ça, c'est intriqué, c'est ce que ça veut dire, ce concept, c'est ce qu'il veut dire, parce que nous sommes dépendants des autres espèces. Si je reparle de santé, c'est souvent au moment de la pandémie où j'ai été interviewé là-dessus, notre meilleure assurance vie, ce sont les autres espèces, notamment les autres espèces de mammifères. Parce que les virus vont se distribuer sur pas mal d'espèces. Et que les virus, je me mets dans la peau d'un virus qui réfléchirait. Alors, j'anthropomorphise à l'excès et volontairement. Si j'étais un virus et qu'il y a une espèce qui archi-domine, ben c'est vers elle que je me tournerais. Et donc, c'est une théorie qui, en anglais, se dit « kill the winner », tuer le vainqueur. Quand une espèce domine trop dans un écosystème ou sur une planète, c'est elle qui devient la cible. Parce que les mutations aléatoires des virus font que finalement, c'est cette espèce qui va se retrouver ciblée. Donc, notre meilleure assurance, c'est quand même de préserver le reste du vivant et de ne pas être forcément en promiscuité trop importante avec lui non plus. Donc, il faut trouver cet équilibre. Mais ça permet un effet de dilution parmi d'autres espèces des pathogènes et donc une probabilité moindre que ces pathogènes s'intéressent de trop près à nous, sachant qu'on est quand même assez nombreux. Et en plus, je suis désolé de vous le dire, mais on est assez gros. Il ne faut jamais oublier que la cible d'un virus, on a l'impression que le virus de la grippe, mettons, ou du rhume, il s'attaque à nous. Non, le virus de la grippe, ce n'est pas nous sa cible. Ce sont les cellules de nos muqueuses. Ce n'est pas la même chose. Les virus s'attaquent aux cellules, ils ne s'attaquent pas à l'organisme, à l'individu. Et comme on est assez gros, on a beaucoup de cellules. Et comme on est nombreux, ça fait énormément de cellules. Donc si j'étais un virus, franchement, dans cette salle, c'est pas mal. Merci. Stéphane. Merci, Monsieur le Président. Merci, Bruno. Je t'avais promis ce matin de te poser une question. Je le fais. On s'est vu ce matin. Non, en fait, deux petites questions. Tu as rappelé justement, et avec brio total des autres d'Homo sapiens par rapport aux autres êtres vivants, et en particulier pour nos activités économiques. Donc un vrai sujet qui est aujourd'hui à développer, c'est comment est-ce qu'on implique davantage le monde économique dans la protection de la biodiversité, en sachant que dans les chaînes de production, en fonction des industries qu'on considère, etc., c'est plus ou moins facile. Mais comment est-ce qu'on fait pour impliquer davantage ce monde-là, qui réellement dépend de la biodiversité et qui a parfois des difficultés à la prendre en compte? Et puis une deuxième question un peu provoque, parce que ça a occupé mon après-midi. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser certains clivages énormes concernant le retour de certains grands prédateurs, avec toutes les problématiques que ça cause? C'est aussi de la biodiversité, c'est super compliqué, et pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. Alors, je ne vais pas me lancer sur la politique du loup. Le muséum a fait 2 expertises sur la présence du loup en France, une expertise sur la biologie du loup, une autre sur la sociologie qui accompagne le retour du loup dans certains massifs. C'est un sujet éminemment complexe, mais il y a quand même, normalement, il y a quand même des solutions pour trouver ça. Et puis l'autre question, déjà la première question, c'était autour de... Le monde économique. Ah, le monde économique, oui. Il se trouve que je fais énormément de conférences à des entreprises, que ce soit des entreprises de l'activité économique traditionnelle, des constructeurs automobiles, des entreprises qui construisent des routes ou des autoroutes, des entreprises pétrolières. Et je fais également pas mal de conférences dans des banques, auprès de cercles d'investisseurs, des choses comme ça. Je ne m'impose pas. C'est-à-dire qu'en fait, je suis invité à venir leur parler de biodiversité. Pour moi, c'est le signe qu'il y a une prise de conscience assez large dans la société, et aussi bien dans la société des individus, dans celle des politiques, que dans celle des entreprises, qu'il y a une question biodiversité,
qui est en train de monter et que c'est pas une question anodine, c'est pas pour les beaux yeux des libellules qui font ça. C'est parce qu'ils se disent ça peut finalement amener à perturber notre activité. Et en effet, les bouleversements d'écosystèmes, les premières choses qui vont être perturbées, c'est le fonctionnement de nos sociétés. C'est pas les écosystèmes vont être perturbés, mais ils vont s'en remettre. J'ai aucune inquiétude sur l'avenir de la vie sur Terre, mais aucune. Il y aura de la vie sur Terre dans plusieurs millions d'années, centaines de millions d'années, et quelques milliards d'années, pas trop, parce qu'après le Soleil va devenir une géante rouge et il n'y aura plus d'eau liquide et on ne parlera plus de vie sur Terre. Mais d'ici cette échéance, qui est en gros dans 4 milliards d'années, ce qui nous laisse un peu de temps, il y aura toujours de la vie sur Terre. Est-ce qu'il y aura des hommes sur Terre? Certainement plus. Et puis, comment, dans quelles conditions? Donc c'est ça qu'il faut faire. Et les entreprises commencent à être sensibles à ça. Je me souviens très bien, je fais une conférence devant une centaine d'investisseurs d'HSBC, très grande banque, mondiale. Je me dis, si j'arrive à convaincre un quart de cerveau dans cette salle, j'aurais gagné. Et je leur dis, mais pourquoi vous m'avez invité? Et ils me disent, bah oui, on n'aimerait pas, si jamais il y a des crédits de biodiversité comme il y a des crédits carbone, on aimerait bien les voir venir et on aimerait comprendre un petit peu ce qui est en train de se tramer autour du vivant. C'était il y a 4-5 ans. La deuxième chose, c'est que finalement, nos clients, ils nous demandent de plus en plus d'investissements verts. Donc, ils aimeraient comprendre, on veut comprendre pour savoir où est-ce qu'on met nos billes. Puis troisièmement, et je pense que c'était le cœur de leur problème, mais là où on va mettre nos billes, est-ce qu'il n'y a pas des risques de déstabilisation d'écosystèmes qui pourraient tout mettre en l'air? Donc, leur motivation était des motivations relativement égoïstes, de production, de rentabilité de leurs investissements. Mais je prends quand même, parce que ça fait progresser les choses. Il y a quand même cette prise de conscience. Après, je ne suis pas allé vérifier chez HSBC si c'était pris en compte ou pas pris en compte. J'ai fait des conférences devant des grandes assurances, également, qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'on assure? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, il y a une vraie montée. Moi, je sens qu'il y a une montée de cette prise de conscience. Comment est-ce qu'elle va se traduire en actes? Comment elle est en train déjà de se traduire en actes? Ça commence. Espérons que ça aille assez vite par rapport à la vitesse de la crise dans laquelle on est engagé. Une dernière question, Madame Tenenbaum. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur David, l'éthique du respect des écosystèmes auxquels nous appartenons est pour moi essentielle. Nous avons adopté le plan régional santé-environnement 4 et notre contrat local de santé sur le concept One Health, donc on a l'habitude de cela. La pollution de l'eau, de l'air, des sols est nocive pour la santé de l'homme, de la flore, de la faune, et la surconsommation des ressources est suicidaire. On est tous d'accord là-dessus. Mais quel pourcentage du changement climatique est dû au changement de l'obliquité de la Terre par rapport au Soleil? Alors, ce qu'on appelle la précession des équinoxes et puis l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre, c'est sur des périodes qui sont très longues, qui sont absolument pas comparables avec la vitesse du changement climatique actuel. Parce que sinon, on s'en rendrait compte. D'accord ? Donc, on peut considérer qu'en gros, 99% ou 98% du changement climatique est lié aux activités anthropiques et dû aux activités anthropiques. L'obliquité de la Terre, donc là, vous avez l'écliptique qui est le plan dans lequel circulent les planètes autour du Soleil, et la Terre est oblique par rapport à ça. C'est pour ça que quand on est penché dans un sens d'un côté de notre trajectoire autour du Soleil en hiver, on reçoit les rayons du Soleil de manière très oblique et il fait plutôt frais, puis quand on est de l'autre côté, on les reçoit de manière plus directe et il fait plutôt chaud. C'est ça. Mais ces variations d'obliquité de l'axe de la Terre, de l'axe de rotation de la Terre, se font sur des périodes de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et là, on constate un réchauffement sur quelques décennies. Donc, c'est pas ça. Et on l'aurait vu s'il y avait eu un changement d'obliquité de l'axe de la Terre. Parce que ça se perçoit aussi dans l'incidence des rayons solaires. Ça se mesure. Donc, c'est absolument pas ça. Donc, on est sur des causes anthropiques. Et qui sont parfaitement corrélés avec notre activité anthropique. Tout se passe comme si, quand on brûle de l'énergie fossile, du carbone fossile, c'est comme si on éclairait un soleil du Crétacé ou du Carbonifère, selon qu'on prend du pétrole ou du charbon. Parce que c'est de la
photosynthèse qui a été piégée dans le pétrole ou dans le charbon, qui sont quand même des roches à base d'organismes, hein, végétaux, plancton végétal pour le pétrole, végétaux tout court pour le charbon, donc qui ont piégé du carbone grâce à la photosynthèse de l'époque, grâce à l'énergie solaire de l'époque, et on relibère en quelque sorte, c'est une image bien sûr, on relibère en quelque sorte cette énergie solaire de l'époque, et on rééclaire un deuxième soleil, un petit peu. C'est ça qu'on fait, en image, hein. Bien sûr. Merci bien. Merci, cher Bruno David, d'être venu. Il y avait plein de questions que je n'ai pas évoquées, qui se posaient pour certains, qui sont des vraies questions. Peut-on continuer avec ce capitalisme, avec cette loi du profit, etc. Ce dont je suis persuadé aujourd'hui, c'est que la croissance, qui est indispensable pour résoudre les problèmes de pauvreté, de misère que notre monde connaît, elle doit être sûre, c'est-à-dire qu'elle doit porter le moins d'atteinte possible à notre environnement. Et j'ai la faiblesse de penser que le progrès technologique peut nous aider à cela. Et non pas la suppression de toute percée scientifique, au contraire. Et donc, je pense qu'il faut commencer par la prise de conscience. Ton intervention permet à tout le monde d'y réfléchir. C'est pourquoi je voulais te remercier et vous proposer d'applaudir Bruno David pour sa prestation. Merci.